Les voix du bien vieillir. Les voix du bien vieillir. Les voix du bien vieillir. Bienvenue dans Les voix du bien vieillir, le podcast qui explore les initiatives et les solutions qui permettent de mieux accompagner nos aînés au quotidien. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui imaginent, expérimentent et vivent de nouvelles façons de bien vieillir. Aujourd'hui, une question simple. Et si vieillir chez soi ne voulait pas dire vieillir seul ? Nous allons parler d'une solution encore méconnue, mais qui se développe partout en France, l'habitat inclusif. Ce type d'habitat a été créé, d'un point de vue réglementaire, par la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi Elan, en novembre 2018. Il existait bien sûr avant 2018 des initiatives entre le logement individuel et l'entrée en établissement. En effet, de nouvelles formes d'habitat émergent depuis les années 2000 pour répondre à un enjeu majeur du vieillissement, rester autonome tout en gardant du lien social. C'est précisément l'objectif de l'habitat inclusif. Concrètement, il s'agit de logements indépendants où plusieurs personnes choisissent de vivre à proximité les unes des autres, tout en partageant des espaces et des moments de vie. Mais qu'est-ce qui distingue réellement ce mode de vie d'une structure classique ? Demandons à Pascal Dreyer, coordinateur scientifique du réseau de recherche Leroy Merlin Source. La caractéristique de l'habitat inclusif, c'est que ce sont les habitants qui s'organisent et qui conçoivent à la fois la manière dont elles vont habiter ensemble et de l'autre côté, qui choisissent des espaces ou aujourd'hui du terrain et des architectes pour construire les formes de logement qui leur conviennent. Alors l'habitat inclusif, évidemment, n'est pas une institution. Mais elle n'est pas une institution médicalisée, ça n'est pas un établissement médico-social, ça n'est pas un EHPAD, ça n'est pas un lieu d'hébergement, c'est véritablement le domicile de la personne. Et ça fait une différence tout à fait fondamentale. Donc, ce modèle séduit de plus en plus. En France, le nombre d'habitats inclusifs est passé de 543 en 2021 à 628 en 2022. Cette même année, plus de 5600 personnes y vivaient, dont près de la moitié étaient des personnes âgées. En Bourgogne-Franche-Comté, on comptait déjà 106 habitats inclusifs en 2024, preuve que la dynamique est bien là. La plupart des habitats inclusifs sont aujourd'hui proposés par des bailleurs sociaux ou des gestionnaires du médico-social. C'est ainsi une façon, pour ces organisations, de proposer un nouveau modèle. Les initiatives développées à 100% par des groupes de citoyens existent, mais restent plus rares. Ces témoignages nous en disent plus sur leur vie au quotidien. Bonjour Colette, j'ai quelques petites questions à vous poser. Donc la première, c'est depuis quand vivez-vous à la résidence ? 1er mars 2025. Mais avant, Une grande maison, trop grande pour moi, Oui. désormais. Maintenant, je vis sur place. Ah oui. C'est encore différent. oui, J'avais déjà plaisir à venir aux ateliers, à ce qui était proposé. Grâce à Françoise, elle a étendu un peu son champ d'action. C'est-à-dire, elle a invité les habitants du quartier. Il n'y avait pas que les locataires, parce que ça fait partie du projet de vie Mais sociale. ça nous a vraiment intéressés. Voilà, Oui. où il y a une intégration avec Les gens l'atelier. du quartier. Alors bonjour Patricia, depuis quand vivez-vous à la résidence ? Je suis arrivée en 2022, donc ça va me faire 4 ans, en même temps que le projet, voilà. Au quotidien, c'est que je suis moins seule. Je rencontre beaucoup de monde et qu'on fait pas mal d'activités sans être seule. J'ai toujours aimé vouloir travailler dans la cuisine. Là, le fait de cuisiner pour les autres, ça me fait du bien. On est bien entouré, on a besoin d'un service, on est tout de suite servi, voilà. Tandis que là, j'y suis plus seule. Une alternative à des réponses institutionnelles donc, et qui a la particularité d'être portée par les habitants eux-mêmes, voire par un très petit noyau de personnes investies qui arrivent à convaincre leur entourage. Souvent autour d'un habitant, qui devient souvent le leader du projet, qui réunit autour de lui des gens qui partagent les mêmes valeurs que lui. Pendant très longtemps, les process étaient extrêmement longs. Les gens mettaient parfois 10 ans avant d'accéder à leur habitat partagé, leur habitat inclusif, parce qu'il avait fallu les recruter de nouveaux habitants pour l'économie du projet, trouver l'architecte, trouver le foncier, voire éventuellement parfois un bailleur social comme soutien à la construction de ce projet, et puis finalement aboutir à l'emménagement de l'ensemble de ces familles. Mais les projets
projets sont très différents. Il y a aussi des gens qui sont des amis et qui ont besoin d'avoir un peu plus que des amis avec eux. Il y a les personnes en situation de handicap. Et puis, il y a aujourd'hui un mouvement qui s'appelle Habitat Participatif France qui vraiment mobilise à l'échelle nationale à la fois un processus d'accompagnement de ces projets et qui permet à un individu isolé de se dire dans mon territoire, comment est-ce que j'agrège autour de moi des gens qui vont avoir envie de vivre dans ce type d'habitat. Si ces projets séduisent de plus en plus de personnes, c'est aussi parce qu'ils répondent à plusieurs attentes fortes. Garder son autonomie, préserver sa liberté, choisir ses horaires et éviter l'isolement. Les institutions font peur pour beaucoup de personnes et pour celles qui les ont connues, notamment les personnes en situation de handicap, elles veulent avoir une autre expérience d'habiter. Et habiter seul est parfois trop difficile ou parfois trop contraignant parce qu'on va se retrouver très isolé. Les grandes valeurs qui mobilisent l'entrée dans l'habitat inclusif sont exactement celles qui nous mobilisent, nous, comme habitants. Il y a d'abord le fait d'être autonome. Autonomie au sens non pas de se déplacer tout seul, mais vraiment l'autonomie au sens de « je détermine mes propres lois pour moi », ce qui est le sens premier de autonomie. Il y a ensuite la liberté. Personnes âgées et personnes en situation de handicap sont évidemment très attachées à la capacité d'exprimer leur liberté et notamment leur liberté de choix. Pour certains habitants, ce mode de vie représente aussi une vraie transition dans leur parcours et une opportunité d'un quotidien bien rempli. Bonjour Chantal, je vais vous poser quelques petites questions. Depuis quand vivez-vous ici à la résidence? Ça fait 27 ans et ça fait 4 ans que le projet en cours. Voilà, le projet, il a commencé il y a 4 ans, et vous étiez là bien avant. Justement, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Mais déjà, ça m'a fait de la routine, de connaître mieux les gens, d'avoir du partage. On apprécie mieux les gens, on les connaît mieux. On fait beaucoup d'activités, de sorties. Ça a amélioré le quotidien. Maintenant, on se sent plus en sécurité, on est moins seul. On sait qu'il y a du monde autour de nous auquel on peut compter les uns sur les autres. Mais pour que cette vie collective fonctionne, un rôle est souvent essentiel, celui de l'animateur ou de l'animatrice de la vie sociale partagée. Son objectif, créer du lien, accompagner les initiatives des habitants et faire vivre le collectif au quotidien. La CNSA et les conseils départementaux financent ces postes d'animation via le dispositif d'aide à la vie partagée. Direction Cluny, à la Noveline, avec Emmanuel Terréo, animateur du projet de vie sociale et partagée qui nous explique son rôle. Alors le rôle d'un animateur de vie inclusive, on va dire d'animateur coordinateur de projets de vie sociale et partagée, il est assez multiple et touche à tout. Moi, j'aime bien le comparer à une toile d'araignée et un connecteur entre plein de personnes qui gravitent autour de l'habitat partagé. La première mission, c'est vraiment d'accompagner le collectif, à savoir que le collectif et l'association ont mis en place un projet de vie sociale et partagée, donc avec les habitants, pour savoir en gros quelles sont les grandes orientations que les personnes accueillies veulent donner à leur vie, à leur accompagnement à la Noveline. Donc il faut les aider dans les décisions qu'ils vont prendre, dynamiser le collectif, faire en sorte que les personnes soient en capacité d'exprimer leurs envies, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça veut dire des fois aussi d'aller les chercher pour essayer de faire ressortir leurs besoins, leurs envies. C'est un collectif, donc qui dit collectif dit gérer des moments de tension, mais des moments aussi de partage et de plaisir. Il y a vraiment un côté en tout cas de l'animateur, coordinateur, de réguler tout ça et de faire en sorte que des fois le petit tracas du quotidien soit plus simple à gérer. Dans ces habitats, les activités ne sont pas seulement des animations. Elles font partie intégrante de la vie collective. Une semaine type à la Noveline, ça se ressemble pas mal d'une semaine à l'autre, car les personnes cérébrolésées qui sont accueillies ont besoin de repères. Donc on a mis des choses en place qui soient justement suffisamment structurantes et rassurantes pour que les personnes puissent prendre leurs repères. Après, il peut y avoir aussi des demandes très, très claires sur là, j'ai besoin d'aide pour organiser ces vacances-là, j'ai besoin d'aide pour faire une activité que je voudrais à l'extérieur dont je voudrais mettre en place. C'est la prise de rendez-vous, faire du lien avec les prestataires extérieurs. L'animateur et les animations deviennent donc le lien qui favorise la vie sociale au sein de l'habitat, comme nous l'explique Pascal Dreyer. Les activités
dont vous m'avez parlé, ou sur lesquelles vous m'interrogez, qui me semblent plutôt relever de l'occupationnel, sont ici des activités de la vie quotidienne. Et ça aussi, ça fait la grande différence. Dans une institution, vous êtes occupé par l'institution parce que vous avez des temps morts. Dans un habitat partagé ou un habitat inclusif, vous êtes occupé par votre vie quotidienne, à vous, et par la vie quotidienne du collectif. Et vous êtes impliqué dans la vie quotidienne du collectif parce que sans ça, le collectif ne tient pas. Donc vous fabriquez en permanence du lien social, ce que Véronique Auberger, qui est une scientifique de Grenoble, appelle la glu socio-affective. Et c'est ça qui permet aussi à des personnes d'aborder la perspective de leur vieillissement en se disant « je ne serai pas isolé ». Parce que j'aurais construit des liens dans ces activités, dans les activités du projet. Et finalement, le projet, une fois qu'il est construit, une fois qu'on l'habite, il est tout simplement de le faire vivre. Avec ses aléas, avec ses personnalités, avec les conflits qui ne manquent pas de surgir, mais qui sont aussi des choses qu'on a à résoudre ensemble parce qu'on continue d'habiter ensemble sur le même territoire. Être vivant dans un cadre rythmé et rassurant où l'autonomie et la prise d'initiative restent possibles. Pour savoir quels sont les résultats de mon travail, c'est quelque chose d'assez difficile à évaluer et difficilement quantifiable, forcément. Après, c'est ce qu'on va pouvoir observer du fonctionnement du groupe, de l'ambiance du groupe, qui vont nous donner des indicateurs sur comment les choses se passent. Plutôt voilà, sur un groupe qui vit bien, qui s'entend bien, qui propose des choses, voilà, qui est dynamique. Finalement, l'habitat inclusif ouvre une nouvelle façon d'envisager l'avancée en âge. C'est vrai que l'habitat inclusif aujourd'hui, c'est un habitat qu'on a longtemps qualifié d'intermédiaire. C'est plutôt ce que les Allemands appellent les formes d'habitat alternatives, ce qui est plus juste, parce que ça veut dire qu'on peut avoir, dans son parcours résidentiel, à un moment de sa vie, la possibilité d'avoir une alternative, temporaire ou durable, vers une autre forme d'habitat où on aura besoin d'être soutenu par un petit collectif, de gens qui nous ressemblent ou pas, de gens qui vont avoir des préoccupations communes. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et qui vont partager des objectifs communs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je trouve que c'est sûrement ça aussi qu'il faut pouvoir promouvoir. Se dire qu'à un moment de la vie, ça peut être bien de vivre avec d'autres plutôt que de vivre tout seul chez soi, ou même de vivre en couple avec d'autres couples, d'autres personnes, d'autres familles. Et ça, c'est extrêmement précieux. Et puis, il y a le fait que quand on est chez soi, à la différence de l'institution, on peut prendre des risques. Et prendre des risques, c'est être vivant. Et on sait que dans les institutions, on est dans le risque zéro. À l'hôpital, pour nous, quand on se retrouve à l'hôpital, ou en institution, personnes âgées ou personnes en situation de handicap. Et donc, ces valeurs sont très profondément ancrées dans chacun de nous, et c'est vraiment ce qui anime ces collectifs. Pour en savoir plus sur l'habitat inclusif, plusieurs possibilités. D'abord, le site de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui centralise les informations et les cartes des projets sur tout le territoire. Ensuite, les conseils départementaux qui accompagnent directement les porteurs de projets et les habitants. Chacun dispose d'un service dédié à l'habitat inclusif ou à la perte d'autonomie. Sur le terrain, les gestionnaires locaux, associations, bailleurs, structures médico-sociales peuvent aussi informer, faire visiter ou orienter vers un habitat déjà existant. Et, pour aller plus loin, on peut se tourner vers le pôle de gérontologie et d'innovation, le PGI, qui développe et partage des solutions concrètes autour du bien vieillir, ou encore vers la CARSAT, qui peut proposer des aides et des conseils personnalisés. C'était Les Voix du bien vieillir, un podcast pour découvrir les initiatives qui améliorent concrètement la vie de nos aînés. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Les voix du bien vieillir. Les voix du bien vieillir. Les voix du bien vieillir.